Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, parfois il m'arrive lors de mes analyses de voir dans les œuvres des choses que l'auteur lui-même n'avait pas conscientisées. Ça m'était arrivé aussi lors de mon analyse du Grand Vide. Par MP, l'autrice Léa Muriaweg m'avait signifié que mon interprétation marxiste du travail du personnage principal n'était pas voulue. Elle m'avait dit, je cite, « Tu as même vu des choses que je n'avais pas pensées. » Et ça m'interroge. Si jamais je vois dans les œuvres des choses que l'auteur n'avait pas voulu mettre dedans, ça signifie donc que je surinterprète, que je suis dans le faux, que j'arrive pas à rejoindre le propos réel de l'auteur. C'est de ça dont j'aimerais que l'on parle aujourd'hui. Et ça vous concerne aussi. Êtes-vous capable de comprendre réellement ce que vous lisez? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est grave? Bon, sommes-nous des quiches? Générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouk, plouk, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Gustave Lançon part du constat que bien souvent on lit les œuvres du passé avec le regard du présent, jugeant de leur qualité selon que l'œuvre fait écho ou non à notre vie et à nos préoccupations contemporaines. Ce que nous appelons un chef-d'œuvre, c'est un livre qui nous parle encore actuellement, un livre qui a traversé le temps et qui reste actuel. Dans l'histoire littéraire et la sociologie, une conférence de 1904, il nous dit ceci. Chaque génération se lit elle-même dans Descartes et dans Rousseau. Se fait un Descartes et un Rousseau à son image et pour son besoin. Le livre donc est un phénomène social qui évolue. C'est logique. Le problème, c'est qu'en jugeant une œuvre à l'aune de l'histoire, on manque ce qui faisait le livre à l'origine, son ambition première, son intention originelle. Or, le livre est avant tout le produit d'un contexte historique, et il doit donc s'expliquer à travers ce dernier. Je cite parce que la formule est belle, les œuvres sont des foyers qui concentrent à un moment donné des rayons émanés de la collectivité, et qui les renvoient ensuite diversement combinés et modifiés à la collectivité. Ce qu'essaie d'exprimer Gustave, c'est qu'une œuvre n'est jamais écrite que par un auteur, mais plutôt par le contexte sociologique de l'auteur. Une œuvre, c'est le produit d'une collection d'idées, de pensées ou de thèmes dont s'est nourri un auteur. Verlaine n'aurait pas écrit les mêmes poèmes s'il était né un siècle plus tard ou bien un siècle plus tôt. La lecture d'une œuvre doit se concevoir dans une lecture qui remet sur le devant de la scène le passé en tant que passé. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça signifie qu'une analyse correcte ne peut se passer du contexte. La compréhension d'une œuvre dépend fortement de la compréhension des causes de sa production. Or, vous me voyez peut-être venir, il est rare que je fasse intervenir sur ma chaîne dans mes analyses l'histoire de l'œuvre ou bien la biographie de l'auteur. Et ça me semble essentiel d'arriver à déterminer si ma démarche est réellement pertinente. Vous l'avez compris, Gustave s'oppose à l'analyse comme étant une simple analyse de style. Dans les études modernes dans l'enseignement secondaire, il dit ceci. Ce serait trahir Pascal ou Voltaire de n'y trouver que des beautés ou des finesses de style, des joies pour le goût, que de se dérober aux grands problèmes moraux ou sociaux que leur forme pose. Ok. Ce qui manque à l'analyse strictement littéraire, à l'explication de texte, c'est la dimension sociale. On pourrait sans doute faire peu ou prou le même genre de critique au Fils de Bulle. Ouais, il y a des analyses de planches parfois, ou du moins des analyses esthétiques. Mais il n'y a pas de contexte de sortie et de biographie d'auteur. Pourtant, 90% des chaînes qui parlent d'art, quel qu'en soit le sujet, et même 90% des spécialistes de la bande dessinée parlent essentiellement d'histoire. Ils vous donnent le contexte des œuvres, vous parlent des grands classiques et essayent de les replacer à la fois dans l'histoire de l'art et dans le contexte de l'époque. C'est par exemple ce que fait Madame Méa sur sa chaîne, elle explique les œuvres à travers des anecdotes de tournage, et c'est aussi ce que fait Benoît Peters dans ses conférences, en expliquant les œuvres par leur histoire propre et non à travers de leurs qualités esthétiques intrinsèques. Alors pourquoi le Fils de Bulle ne fait pas ça? Eh bien la raison est simple. Si je ne parle pas du contexte historico-sociologique, c'est avant tout parce que j'en ai rien à foutre. Attention, ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que j'affirme, hein. Il faut vous souvenir que toute affirmation divise. Moi, ce que je me contente de faire, c'est de vous parler d'œuvres que j'ai aimées, et non d'œuvres que vous êtes censés connaître. Et de vous en parler à travers des analyses esthétiques et non des analyses contextuelles. Mais vous vous en doutez, je fais pas ça par bêtise, je fais ça par choix. Je laisse les autres copier les pages Wikipédia à ma place, j'ai pas le temps pour ça, parce que j'ai un tout autre projet en tête. Et pour vous l'expliquer, on va devoir parler de Roland Barthes. Ou plutôt de Roland Barthès, comme dit Feldup. La mort de l'auteur, c'est un essai littéraire publié en 1967 par le critique littéraire Roland Barthès. Roland Barthès. Selon Barthes, la notion d'auteur est relativement nouvelle dans l'histoire humaine, et on se souciait moins au Moyen-Âge de l'auteur d'une œuvre que de l'œuvre elle-même. Ce qu'il reproche à la manière traditionnelle d'écrire des critiques et de produire des analyses littéraires, c'est de trop se concentrer sur l'auteur aux dépens du reste. Je cite, vous allez voir, c'est joliment écrit.
L'image de la littérature que l'on peut trouver dans la culture courante est tyranniquement centrée sur l'auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions. La critique consiste encore, la plupart du temps, à dire que l'œuvre de Baudelaire c'est l'échec de l'homme Baudelaire, celle de Van Gogh c'est sa folie. L'explication de l'œuvre est toujours cherchée du côté de celui qui l'a produite, comme si à travers l'allégorie plus ou moins transparente de la fiction, c'était toujours finalement la voix d'une seule et même personne, l'auteur qui livrait sa confidence. Jusqu'ici, je vous apprends rien, et cette vision paraît sans doute assez juste à certains d'entre vous. Comment nier que l'événement tragique de Jim Bishop ne l'a pas mené à écrire Lettres perdues? Comment nier que la psychologie d'Hergé n'a pas dépeint sur les aventures de Tintin? Comment nier que la dépression de Franquin n'ait aucun lien avec ses fameuses idées noires? Il paraît évident que la biographie d'un auteur influence grandement les œuvres dont il se rend responsable. Linguistiquement, l'auteur n'est jamais rien de plus que celui qui écrit, tout comme je n'est autre que celui qui dit je. Le langage connaît un sujet, non une personne, et ce sujet, vide en dehors de l'énonciation même qui le définit, suffit à faire tenir le langage, c'est-à-dire à l'épuiser. Quoi ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, selon Barthes, il n'y a pas d'abord l'auteur puis le livre, qui serait la conséquence du second. Il y a bien plutôt l'auteur et le livre en même temps, qui s'alimentent l'un et l'autre. Ah oui. Tous ceux qui ont déjà essayé d'écrire ou de produire la moindre œuvre le savent bien. L'œuvre se crée d'elle-même. Il arrive un moment où un geste vient de lui-même, où le mot s'écrit de lui-même, où la bonne couleur naît de nulle part. On n'écrit pas le livre que l'on voulait écrire, on écrit le livre qu'on est en train d'écrire, et c'est une différence importante. Le temps de la création est dans un perpétuel présent, et non dans une relation de cause à effet chronologique. Ainsi, le texte n'a plus d'origine. Il naît du langage lui-même et l'auteur ne fait que suivre le flot commandé par sa plume et par ses mots. C'est pour ça que parfois quand on interroge un auteur et qu'on lui demande pourquoi ce détail, pourquoi avoir formulé les choses ainsi, il répond « je sais pas ». D'ailleurs, bien souvent, un auteur n'arrive pas à expliquer son travail. La vérité, c'est que l'auteur a l'idée, mais que l'acte créateur vient de lui-même, modifie l'idée et la compose lui-même. Ça vient du fait que l'auteur est lui-même composé du reste du monde, de ce qu'il a appris, de ce qu'il aime, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a inspiré. Et paradoxalement, c'est à cause de tout ça que l'auteur n'est plus auteur. Son œuvre n'est qu'une collection de citations tirées de tout ce qu'il a précédé et dont bien souvent il n'a même pas conscience. Je cite Barthes. L'écrivain ne peut qu'imiter un geste toujours antérieur, jamais originel. Son seul pouvoir est de mêler les écritures, de les contrarier les unes par les autres, de façon à ne jamais prendre appui sur l'une d'elles. Voudrait-il s'exprimer, du moins devrait-il savoir que la chose intérieure qu'il a la prétention de traduire n'est elle-même qu'un dictionnaire tout composé, dont les mots ne peuvent s'expliquer qu'à travers d'autres mots, et ceci indéfiniment. Autrement dit, l'auteur ne crée rien de lui-même, il assemble des morceaux qui existent déjà, sans le savoir, et qui sont eux aussi inspirés de morceaux antérieurs. C'est pour cette raison que Barthes n'utilise pas le mot auteur et qu'il lui préfère le mot scripteur. L'auteur n'a plus d'autorité sur son œuvre, et il n'en est que le réceptacle avisé. Si vous vous souvenez bien, lors de notre entretien, Jim Bishop avait cité comme source d'influence pour Lettres perdues Miyazaki, ce qui paraissait assez évident, mais aussi One Piece, ce qui l'est beaucoup moins, ou encore La 2 chevaux de sa mère, Bob l'éponge et bien d'autres. Puis il ajoute ceci. Et on m'a cité plein d'autres trucs, genre Le Petit Prince, tout, ça non, Little Nemo et Nestor Merland, non, pas non. Bah, même si j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, il y a un peu de Moebius, je pense quand même. Mais après, c'est peut-être des trucs que j'ai digérés, tu vois. Mais l'inspiration claire, c'est Miyazaki. Je pense que ça, je peux pas le nier, tu vois. Il l'avoue à demi-mot. Il n'a pas l'impression d'avoir été inspiré par ses œuvres, mais il les connaît et les a peut-être digérées. Donc peut-être que, quand même, ça l'a influencé. Ok. Imaginez maintenant le nombre d'œuvres qu'il a pu lire, voir au cours de sa vie, le nombre de personnes qui ont dit des trucs qui l'ont marqué, le nombre de discussions qu'il a eues, etc., etc. Comment nier que tout ceci n'a pas d'une façon ou d'une autre influencé l'homme qu'il est aujourd'hui, et donc l'artiste qu'il est devenu? Et pire que ça, comment nier que tout ceci n'est pas directement responsable de Lettres perdues? Comment nier les influences inconscientes, les bouts de trucs qu'il a imités, copiés, sans s'en rendre compte? Imaginez ces milliers, non, ces dizaines de milliers d'œuvres qui ont contribué à faire exister Lettres perdues. De là, on peut, si l'on est assez courageux, faire la liste complète de ses œuvres et des influences diverses qui ont traversé la vie de Jim Bishop, pour réussir à produire une analyse contextuelle pertinente de Lettres perdues. C'est-à-dire, essayer de trouver quel bout de truc antérieur a pu influencer tel bout de truc de Jim Bishop, afin de résoudre le puzzle, ou essayer de trouver à travers Lettres perdues qui est réellement Jim Bishop et ce qu'il voulait dire profondément. Mais le truc, c'est qu'il serait impossible de faire un compte-rendu exhaustif de ce genre de choses, et que l'auteur lui-même en serait bien incapable pour les raisons que nous avons évoquées un peu plus haut. Et surtout, on comprendrait alors Lettres perdues selon la vie de l'auteur et de ses influences. Mais notre lecture de l'œuvre ne dirait alors rien de nous, lecteurs. Parce qu'au fond, c'est pas Jim Bishop qui nous intéresse, nous, mais c'est l'œuvre et la manière dont on la reçoit. Attention, je dis pas que Jim, que j'adore d'ailleurs, ou que sa biographie sont intrinsèquement oubliables en tant que telles. Je dis simplement qu'elles sont de moindre importance pour le lecteur que l'œuvre elle-même. Ce qui compte pour le lecteur, c'est pas de savoir si Jim est sympa, il l'est, ou s'il aime la tarte aux pommes, mais c'est sa propre expérience avec la bande dessinée qu'il tient dans ses mains. Je cite Barthes.
Nous savons maintenant qu'un texte n'est pas fait d'une ligne de mots dégageant un sens unique, en quelque sorte théologique, qui serait le message de l'auteur-dieu, mais un espace à dimensions multiples où se marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n'est originelle. Le texte est un tissu de citations issues de 1000 foyers de la culture. L'auteur une fois éloigné, la prétention de déchiffrer un texte devient tout à fait inutile. Donner un auteur à un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est fermer l'écriture. Mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble. Et ce lieu, ce n'est pas l'auteur, c'est le lecteur. L'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. Le lecteur, la critique classique ne s'en est jamais occupé. Pour elle, il n'y a pas d'autre homme dans la littérature que celui qui écrit. Nous savons que pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Voici donc le projet du Fils de Bulle, remettre le lecteur au centre de l'œuvre. Avant de poursuivre, il est nécessaire de faire une petite précision. Bien sûr que le contexte de l'œuvre est important et qu'elle peut nous éclairer sur le propos, sur l'intention. C'est simplement que ce n'est pas ce qui nous intéresse essentiellement. Mais reprenons L'être perdu. Un lecteur qui ne connaît rien de Jim Bishop ne va pas moins apprécier l'œuvre, moins être touché que s'il le connaît. Savoir que la BD a été écrite parce que Jim a malheureusement perdu sa mère, ça peut nous renseigner sur le contexte de création certes, mais ça peut aussi paradoxalement détruire notre rapport à l'œuvre. Si on connaît le contexte, on va lire L'être perdu comme étant Jim qui essaye de faire son deuil. Ça nous place, nous, lecteurs, en marge de l'histoire, et ça nous empêche de projeter nos propres émotions à l'intérieur de celle-ci. Si on reprend le grand vide, si on s'empêche d'y voir une analyse marxiste du travail sous prétexte que c'était pas la préoccupation de l'autrice, on va perdre une partie de ce qui fait que nous, lecteurs, nous avons tant apprécié l'œuvre. Pour le dire simplement, croire en l'autorité de l'auteur sur son œuvre, c'est s'empêcher soi-même de vivre l'œuvre selon notre propre modalité. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, le Fils de Bulle, ce qui m'intéresse dans l'art, eh bien, c'est moi. Moi et uniquement moi. Ce n'est pas la vérité historique, non, c'est pas ce que pense l'auteur, non, c'est simplement la manière dont j'ai ressenti, dont j'ai vécu l'œuvre. L'art, c'est une rencontre, celle de l'artiste et du spectateur. Et c'est cela qui va produire notre émotion. On se confronte à un autre que nous, à l'altérité. Ce qui compte, c'est pas l'intention de l'auteur, mais ce que moi, je vais percevoir dans son travail. Je suis ce qui compte puisque je suis la destination. Et je deviens presque auteur des œuvres que je reçois, puisque je les reçois selon ma propre modalité. Une fois cela dit, il faut toutefois se méfier de notre pouvoir, et connaître le contexte social d'une œuvre peut nous permettre de ne pas nous perdre en chemin. Comme le dit Barthes, comme institution, l'auteur est mort. Dépossédée, elle n'exerce plus sur l'œuvre la formidable paternité dont l'histoire littéraire, l'enseignement, l'opinion avaient à charge d'établir et de renouveler le récit. Mais, dans le texte, d'une certaine façon, je désire l'auteur, j'ai besoin de sa figure, qui n'est ni sa représentation, ni sa projection, comme il a besoin de la mienne. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de nuance, décentrer l'auteur de son œuvre sans le tuer tout à fait. Ce qui doit mourir, c'est le concept d'auteur en tant qu'autorité, en tant que chemin de vérité, sans nier qu'il puisse donner la direction. Tout en se rappelant que c'est uniquement parce que j'existe moi, lecteur, que l'œuvre est capable de me dire plus que son intention originelle, et que ceci n'est pas une faute, mais bien au contraire toute la beauté de la destination artistique. Ainsi, je n'ai rien contre ceux qui étudient les œuvres par rapport à leur contexte, comme le font par exemple mes amis Vulvon ou Gimfocus bien souvent. Ce que je demande simplement, c'est que si vous me parlez d'une œuvre, j'aimerais que vous essayiez, cher public, cher youtubeur, de me transmettre aussi, et surtout, la manière dont vous l'avez reçue, et de me montrer quel élément esthétique vous a produit quelle émotion. Au fond, ce que je demande, c'est de savoir comment vous avez vécu l'œuvre, en dehors des considérations historiques et pseudo-objectives de sa création, et en quoi cette connaissance a influé sur votre ressenti. Parce que tout comme ce qui m'intéresse dans l'art, c'est moi et uniquement moi, quand vous me parlez d'une œuvre, ce qui m'intéresse, c'est vous, et uniquement vous. C'est comme ça, à mon sens, que les œuvres d'art peuvent se transmettre d'un individu à l'autre. C'était le Fils de Bulle, en espérant ne pas avoir trop trahi les auteurs dont je vous ai parlé, même si du coup on s'en fout puisque ce qui compte c'est moi. Je vous souhaite de belles lectures. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une joyeuse nouvelle année. On se revoit très vite, et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.